Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour la troisième édition de nos rencontres extrêmement régulières, Zen et vous, vos webinaires pour demain. Ce Zen et vous est organisé avec le soutien de Notre Temps, le premier mensuel français, ne l'oublions pas. Le programme que vous allez suivre, il va cette fois-ci s'adresser autour des questions, autour de médecine complémentaire, médecine douce. On reviendra sur les termes tout à l'heure. L'enjeu, vous le savez à chaque fois de ces rencontres, c'est interroger, aller vers le pratique pour des sujets qui intéressent toute la population et en particulier les plus de 50 ans. Encore une fois, cette fois-ci, on va parler de la santé. Je rappellerai comme ça, dans la constitution de l'OMS, le premier article de la constitution de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle nous explique que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Il y a tout dans cet élément-là. État complet de bien-être physique, mental et social. Pour l'Organisation internationale, il est extrêmement important d'œuvrer en faveur de la prévention. C'est ce dont nous allons parler encore aujourd'hui. Et puis, c'est cette idée de santé durable. Comment je fais à titre individuel, même si le collectif est important, pour essayer de me maintenir en santé. Je rappellerai que 20% de nos conditions de santé sont liées à la génétique. On n'y peut pas grand-chose. Mais à 80%, c'est beaucoup plus lié à notre mode de vie. Donc c'est autour de cela aussi que nous allons nous interroger et sur lequel nous allons réagir. Alors, je le disais, pour mieux agir sur notre santé, on a 45 minutes pour échanger avec vous deux et on aura 15 minutes ensuite, chers webinautes, pour aussi écouter vos questions, interagir avec vous-même. Voilà comment les choses vont s'organiser. Je voulais dire aussi que plus de 50% de vous, 50%, c'est quand même pas rien, utilisez d'une manière ou d'une autre l'une de ces médecines complémentaires, l'une de ces médecines douces. 50%, je dirais pour tout le monde. Mais pour les gens qui sont plus en situation de problématique de santé, pour les gens qui sont plus malades, on atteint parfois 70%. Dans le monde du cancer, par exemple, on sait que plus de 60% de ces personnes-là ont tendance à aller regarder ce qui serait possible aussi à utiliser à côté, en plus, du côté de ces médecines douces, de ces médecines complémentaires. Donc vous voyez combien c'est un sujet extrêmement important, combien ce n'est pas un petit fait, c'est un fait de société. Quand un Français sur deux va voir de ce côté-là, on est obligé aussi de s'y intéresser et c'est bien pour ça que nous avons centré ce troisième webinaire autour de ces questions. Je suis Serge Guérin, je suis un sociologue, je suis professeur à l'INSEC, j'ai aussi la chance d'être chroniqueur à Notre Temps, je suis auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Et puis, il faut le dire, je préside l'Agence des médecines complémentaires alternatives où vous deux, être des intervenants extrêmement importants sur lesquels on va revenir. Véronique Suissa, vous êtes la directrice générale de l'agence, vous êtes par ailleurs docteur en psychologie clinique et vous avez exercé pendant 8 ans dans ce domaine. Et puis, vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont le dernier d'ailleurs s'appelle L'art-thérapie en 20 questions. On voit aussi que vous êtes donc une grande spécialiste du sujet. Antoine Bioy, vous êtes à la fois professeur de psychologie à l'Université Paris 8, vous êtes aussi conseiller scientifique à l'UNESCO et vous êtes le conseiller scientifique de l'Agence justement des médecines complémentaires. Et puis vous intervenez, c'est aussi extrêmement important, vous êtes le conseiller au CHU de Bordeaux sur justement ces problématiques-là. Et puis on vous doit une quantité industrielle d'ouvrages. Je citerai par exemple Découvrir l'hypnose chez Interédition. Dans cet échange, qui encore une fois va durer 45 minutes, on va essayer d'être le plus pratique possible. Un petit peu raconter ce dont on parle, mais aussi être le plus concret possible pour vous autres, chers webinautes, pour entendre, comprendre un peu ce dont on parle. Et puis après, il y aura donc un temps de questions. Alors, on démarre tout de suite. Et je vais vous proposer pour ces 45 minutes d'échange extrêmement forts, extrêmement concrets et extrêmement utiles. Ce que l'on souhaite aussi, c'est d'être utile pour vous, chers amis qui nous écoutez. Alors, peut-être tout simplement une question introductive, un peu nécessaire quand même, pour mieux comprendre aussi vos différentes activités, nous raconter un petit peu 2 ou 3 éléments. Donc, Véronique Suissa, comme directrice générale de cette agence, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, j'ai bien dit quelques mots sur cette agence, et puis ensuite, je vous demanderai un fait qui vous a marqué. Je pense en particulier à ce qui a orienté votre thèse, parce que tout ça fait lien avec ce dont on va parler. Bien sûr. Donc, promis quelques mots, et je vais en citer 4 pour expliquer ce qu'est l'Agence des médecines complémentaires et alternatives, et qui devient d'ailleurs l'Agence des médecines complémentaires adaptées. Donc, c'est un lieu qui sert à réfléchir, à agir, à informer, à démocratiser. Donc, à réfléchir autour de ces enjeux liés à ces pratiques. Concrètement, c'est quoi les normes de formation, quelles devraient-elles être, etc. À agir sur le terrain, c'est-à-dire à mener des actions concrètes sur le terrain en lien avec ces pratiques.
pratique. Par exemple, mettre en place des programmes d'activités dédiés aux soignants pour leur qualité de vie au travail. On va mobiliser certaines pratiques, à informer en déployant de l'information, des articles à thématique, des interviews d'experts et de la démocratisation, par exemple en organisant des événements ouverts au grand public pour informer de manière éclairée et éclairante au grand public. Donc ça, c'est clairement les missions de l'agence. Et effectivement, pour répondre à votre seconde question du fait marquant lié à mon sujet de thèse, donc moi je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai exercé 8 ans en soins de suite et de réadaptation et j'ai tout de suite été interpellée par la forte demande des patients qui me demandaient pas tant à être orientés vers un psychologue, mais qui me demandaient à être orientés vers de la méditation, vers du yoga, vers de l'hypnose. Et effectivement, avec ce type de demande, je ne savais pas où les orienter. Donc ça m'a intéressée et c'est à partir de là que j'ai décidé d'en faire mon sujet de thèse, à m'intéresser à l'impact de ces pratiques, à la fois en termes de bénéfices potentiels pour la santé, mais également en termes de risques et de dérives. Et tous ces éléments nous ont amenés à réfléchir et donc à la création de l'agence pour faire ce petit raccourci. Voilà. Merci beaucoup. On voit bien, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, mais où finalement on a pas mal de mal à le définir. Donc ça va être ça aussi le propos de ces 45 minutes. Alors Antoine Bioy, vous avez, si je puis me permettre, vous pourriez mettre des bandes velcro sur votre crâne et mettre plusieurs casquettes. Eh bien, c'est un peu ça ce que vous avez fait. Je me le permets parce que nous avons cet élément en commun. Vous êtes à la fois professeur d'université, vous êtes psychologue et hypnothérapeute. Je me demande un peu comment vous faites pour faire les trois. Et puis, mon autre interrogation, c'est quoi le lien entre un psy et un hypnothérapeute? Est-ce que ça se rencontre d'une certaine manière? En fait, la question que vous posez, elle est tout à fait au centre, ne serait-ce que de la façon dont ces pratiques se structurent. C'est-à-dire que hypnothérapeute n'est pas un titre, ça va désigner une pratique, et cette pratique, on peut la voir lorsque l'on est psychologue, médecin, infirmier, d'autres professions également. Et donc, c'est vrai qu'on va accoler psychologue, hypnothérapeute pour pouvoir qualifier le type d'approche que l'on va engager. Il est clair que lorsque l'on a une pratique complémentaire, lorsque l'on l'exerce, qui est mon cas donc sur le CHU de Bordeaux, comme vous le disiez tout à l'heure, on va avoir une approche du patient, de sa pathologie, qui sans doute va être un peu différente que lorsque l'on passe par des examens classiques ou bien des pratiques par la parole. Et donc la question va être effectivement comment est-ce que l'on peut désigner et aider les personnes à pouvoir aussi bien s'orienter, comme le disait Véronique Suissa tout à l'heure. Et le fait d'avoir ce qualificatif hypnothérapeute, praticien en méditation, etc., qui vient s'ajouter au titre, permet aussi de pouvoir aider les personnes à pouvoir s'orienter vers des thérapeutes qui vont répondre à leurs besoins, à leurs souffrances. De vos trois casquettes, de vos trois regards, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le comportement ou dans les représentations du grand public par rapport à ces questions autour des médecines douces ou des médecines complémentaires? Par rapport au grand public, essentiellement, les gens ont plus de facilité pour pouvoir en parler. Et c'est une bonne chose parce qu'avant, y compris aux médecins, ils n'osaient pas parler des pratiques qu'ils avaient à côté. Et parfois, dans certains cas, cela pouvait rentrer en interaction avec, on va dire, des pratiques médicamenteuses ou autres. Donc, il y a une facilité des gens à pouvoir discuter du fait qu'ils fassent de la méditation, du yoga, de l'acupuncture, de l'aromathérapie. Et donc là, on est effectivement dans quelque chose qui va être changé, qui va correspondre à l'esprit de notre temps, c'est-à-dire dire les choses pour aller chercher une relation authentique avec le praticien. Du côté des praticiens, c'est un peu plus lent et notamment les études portant sur la façon dont les professionnels de santé, notamment accueillent ces pratiques, montrent que l'hypnose va être particulièrement bien acceptée, à peu près 80% des professionnels de santé. Le reste des pratiques, ça reste un peu plus aléatoire. Donc il y a sans doute aussi un besoin d'information et de formation des professionnels de santé pour pouvoir aussi quoi faire de ce que les personnes qui viennent les voir pratiquent déjà et de comment également intégrer ça dans un parcours santé et parfois dans un parcours thérapeutique s'il y a une problématique en santé. D'accord. Peut-être que parmi nos milliers de webinautes, il y a des professionnels de santé. Souvent, on peut être intéressé aussi, à la fois comme praticien et puis bien sûr comme utilisateur, ou s'interroger si ça vaut le coup d'utiliser. Alors, en fait, on a démarré sur ces questions-là. On a démarré, j'ai parlé de médecine douce, de médecine complémentaire. Peut-être essayons d'être un petit peu précis et de donner un peu de sens à tout cela. Et qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Comme j'aime bien rappeler Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter de la misère au monde. Là, essayons de bien nommer ce dont on parle. Ok. Alors, ce dont on parle, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de médecine douce? Est-ce qu'on parle de médecine complémentaire? Est-ce qu'on parle de médecine alternative? Dites-nous. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est quand on les nomme indistinctement. Si on prend le terme de médecine douce, il a le mérite, disons, d'être
facilement identifiable par le grand public. Mais en revanche, c'est un terme qui peut être aussi confusant pour le grand public parce qu'elles ne sont pas forcément douces. Dans certains cas, quand elles sont mal utilisées ou en tout cas mal dispensées par des praticiens qui sont insuffisamment formés, on va avoir des risques, par exemple. Pour les définir en quelques mots, je dirais que c'est un ensemble de pratiques très hétérogènes. Pour être très concrète, on va parler d'ostéopathie, on va parler d'acupuncture, on va parler d'hypnose, de relaxation, on va parler de réflexologie, etc. Donc on est face à un ensemble de pratiques qui sont très différentes les unes des autres, et qui ont également des niveaux d'assises très différents. C'est-à-dire que certaines ont des normes de formation, certaines sont réglementées par la loi, certaines sont validées scientifiquement sur le plan scientifique. Et certaines vont, pour être très concrètes, avoir un niveau être réglementées. Par exemple, prenons l'exemple de l'homéopathie pour comprendre la complexité un peu du sujet. Elles vont pouvoir être réglementées par la loi, mais pas forcément validées scientifiquement. D'autres, si on prend l'exemple de l'hypnose, vont pouvoir être validées scientifiquement. Il y a pléthore d'études, Antoine pourra en parler, sur l'hypnose et la douleur, mais on ne va pas avoir de normes de formation. Donc on est complètement perdu face à un amas de pratiques au niveau finalement d'assises très différentes, mais qui ont pour point commun de s'inscrire dans le champ de la santé, de la prévention et du bien-être. Je crois que nous comprenons déjà un petit peu mieux ce dont nous parlons, mais on voit bien que c'est quand même un peu flou. D'ailleurs, à propos de flou, est-ce que, par exemple, on parle beaucoup d'activité physique adaptée, on parle beaucoup de nutrition, est-ce que ça en fait partie ? Alors oui et non, c'est-à-dire que ça fait partie d'un même mouvement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer de manière hermétique une médecine complémentaire et ce que je vais appeler un soin non médicamenteux plus officiel, mais on est là par exemple face à des pratiques qui ont une réelle assise en ce sens qu'elles sont pleinement intégrées. Antoine Beuil parle de santé inclusive, de médecine inclusive. Donc par exemple dans le cas de la diététique, on est face à une pratique qui est consensuelle, qui est complètement, on parle d'un professionnel de santé, etc. Par rapport à l'activité physique adaptée, on est face à une pratique qui est pleinement intégrée, qui ne suscite pas finalement des questionnements liés à leur place au sein de la société ou au sein de la santé, contrairement aux approches complémentaires. Mais elles font partie de cette même dynamique au sens du prendre soin, de la prévention, du bien-être et de la santé durable. Il faut voir aussi que les choses évoluent. Il y a 25 ans, l'activité physique adaptée, par exemple pour des gens qui avaient été touchés par le cancer, par des gens qui sont touchés par le handicap, par le vieillissement, était considéré comme il ne fallait pas le faire, quoi. Ça apparaissait comme complètement original, voire dangereux, ainsi de suite. Aujourd'hui, toutes les études montrent que ça apporte plutôt, au moins en qualité de vie, voire à réduire un certain nombre d'éléments. Donc on voit bien que les choses aussi évoluent, parce que le savoir a évolué. À propos de savoir, justement, quand on parle d'hypnose, Antoine Bioy, c'est donc une médecine complémentaire, mais de quoi parle-t-on exactement ? Parce qu'il y a en plus plusieurs formes d'hypnose. Il y a effectivement plusieurs formes d'hypnose. C'est vrai que plus facilement, je parle de pratiques complémentaires plutôt que de médecine, parce que pour les raisons que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a du thérapeutique, mais il y a aussi effectivement toutes ces pratiques dont on se dit qu'elles peuvent être intégrées directement dans la vie de la personne, sans forcément qu'il y ait une problématique en santé, pour aller vers la santé durable. Donc ce sont des pratiques, me semble-t-il, avant tout, qu'il est intéressant de pouvoir mettre dans la vie de tous les jours, dont l'activité physique adaptée, dont effectivement des pratiques comme l'auto-hypnose, dont je vais parler dans quelques secondes, c'est promis, dans la question de la nutrition, etc., etc. Et donc, pour l'hypnose, on est effectivement dans notre façon en Occident de désigner l'utilisation des états de conscience modifiés pour pouvoir gagner en santé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, je suis actuellement en train de discuter avec vous, donc je suis pleinement présent, je vous le promets, je suis vraiment là, en train de vous écouter et d'essayer de répondre aux questions à peu près bien. Si jamais, par exemple, il y avait quelque chose qui tombait très bruyamment dans cet endroit, mon état de conscience se trouverait modifié par ça. Et on s'est rendu compte en fait que de façon naturelle, le cerveau avait besoin de ces états de conscience modifiés, ne serait-ce que l'ennui est un état de conscience modifié qui a des bienfaits en santé. Et même plus que ça, avec un thérapeute, on peut orienter cette capacité du cerveau, du corps dans son ensemble, à pouvoir prendre des moments dans lesquels il se repositionne correctement par rapport à son environnement pour pouvoir viser vraiment un effet thérapeutique. Et c'est là où on va parler soit d'hypnothérapie, plutôt dans le champ des suivis psychologiques, ou d'hypnose médicale en lien avec la douleur, des pratiques en santé, une opération chirurgicale, etc. Donc l'hypnose, c'est notre façon de pouvoir désigner l'utilisation des états de conscience modifiés en santé, que l'on soit dans quelque chose de l'ordre d'une philosophie de vie, simplement pour la notion de santé durable, en prévention et en thérapeutique. Et pour le thérapeutique, on est dans l'hypnothérapie, plutôt psy, hypnose médicale, plutôt en lien avec les soins. Alors si on reste un tout petit peu, ces histoires de thérapie, vers quoi l'hypnose est plutôt
à utiliser? Là où on a le plus de preuves scientifiques, c'est vraiment la question de la douleur et de l'anxiété. C'est pour ça que très souvent, quand on parle d'hypnose au bloc opératoire pour pouvoir accoucher, les extractions dentaires, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'ordre de la gestion de la douleur et également du stress que l'on peut avoir à vivre à certains moments en lien avec des actes chirurgicaux, médicaux, paramédicaux. C'est là où on a vraiment le plus de preuves, c'est dans cette gestion de la douleur aiguë et puis également de l'anxiété. Mais il y a également d'autres applications, notamment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la santé corporelle, psychique, spirituelle également, c'est-à-dire où sont mes valeurs, comment est-ce que je les vis au quotidien. Et le fait simplement de prendre un moment, 2 minutes, 3 minutes par jour, de simplement laisser aller sa pensée vers la façon dont je ressens mon corps, dont je ressens simplement mes pensées, dont elles sont présentes, comment je souhaite orienter ma journée, va déjà avoir des bénéfices particuliers. Donc on est vraiment du point de vue thérapeutique sur douleur, anxiété, et puis on a également des applications dans le champ de ce qu'on appelle parfois la psychosomatique, c'est pas un joli mot, mais c'est pour indiquer simplement que à certains moments, l'être humain a besoin de pouvoir bien se positionner dans l'existence, de façon à pouvoir simplement fonctionner de la façon qui lui convient le mieux, et l'hypnose permet aussi de pouvoir faire cela. D'accord, on peut le faire soi-même et puis évidemment des intervenants. C'est intéressant, quand je vous entendais, je pensais à cette formule de Stendhal, la chasse au bonheur est ouverte tous les matins. On pourrait dire d'une certaine manière, je prends 2 ou 3 minutes, c'est aussi une manière de me dire, tiens, j'y vais, quoi. On va éviter la chasse à court, on va éviter d'aller Bien trop sûr. vite, on va coupler, on va dire plutôt l'ambition de la chasse sans forcément aller jusqu'au bout de la chasse, mais de trouver 2-3 champignons sur le parcours, et puis penser déjà à la poêlée que l'on va faire et respirer le bonheur quand on est en train de le faire. Et vous serez déjà dans quelque chose proche de l'hypnose. C'est un joli programme. Mm. Alors, donc visiblement, les MCA peuvent être utiles. Elles peuvent être utiles, donc on a vu avec le cas d'hypnose, mais globalement, elles peuvent être utiles à qui et comment? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de quoi on parle. Pour répondre à la question de l'utilité, c'est déjà savoir de quelle pratique on parle, de quel praticien et de quelle qualification du praticien on parle et de quelle formation. Ça a été évoqué notamment sur la question du bien-être et du thérapeutique par Antoine. Et globalement, je dirais qu'il y a finalement 2 champs d'utilité, c'est-à-dire un champ de la prévention et du bien-être, c'est-à-dire s'approprier un mode de vie sain, s'approprier une hygiène de vie, etc., être dans une approche plus de prévention. Je suis plutôt de nature un peu stressée, anxieuse, je n'ai pas de problématique de santé particulière, mais j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de prendre soin de ma santé physique, corporelle, etc. Donc plutôt une dynamique. Et ensuite, un deuxième champ d'utilité qui est celui du champ des fragilités, et ça va être difficile de les nommer tous, mais ça va être effectivement de se dire comment je peux utiliser certaines de ces pratiques pour contribuer tout simplement à ma qualité de vie au quotidien, évidemment toujours en complément des soins médicaux, des soins médicamenteux qui sont prodigués par le champ de la médecine officielle. Donc voilà un petit peu les 2 champs qu'on peut entrevoir. D'accord. On parle donc souvent plus de qualité de vie, finalement, que de soins au sens strict, ou même de santé au sens strict. Oui, la qualité de vie est malgré tout quelque chose qui reste compliqué à définir. On est quand même dans une société qui est toujours en train de courir après le temps, d'essayer de mieux s'organiser, avec quelque chose de l'ordre de la performance. Et c'est vrai que ces pratiques, bien sûr, ont une utilité dans le champ thérapeutique, c'est indéniable. En complément, comme Véronique le disait, bien sûr, on va dire d'une voie plus traditionnelle. Ceci dit, il y a aussi l'idée dans ces pratiques complémentaires de s'ouvrir des espaces dans lesquels l'individu va vivre son quotidien autrement. Si je prends l'exemple de l'aromathérapie, on peut bien sûr avoir en tête que notamment l'une des indications qui a été montrée dans l'aromathérapie, c'est l'huile essentielle de lavande lorsque par exemple il y a des troubles de l'endormissement. Donc on peut l'utiliser dans ce cadre-là. Mais on peut utiliser aussi l'aromathérapie et utiliser la même huile essentielle simplement pour se dire, tiens, lorsque j'étais enfant, je passais un peu de temps en vacances dans ce sud-est et j'ai envie de retrouver ça. Et donc sur un stick, mettre 2-3 gouttes de cette huile essentielle et puis de s'ouvrir juste 5-10 minutes pour se plonger dans ses souvenirs. Et en fait, ça c'est un bienfait que l'on peut effectivement appeler qualité de vie. On peut simplement dire c'est la vie et c'est parfois un espace que l'on a oublié en fait dans nos rythmes, en lien avec la société telle qu'elle est maintenant. Et donc c'est vrai que l'un des avantages en fait de ces pratiques, c'est qu'elles occupent vraiment tout un spectre.
avec vraiment l'idée qu'elle peut aider des personnes à pouvoir aussi mieux habiter leur existence, mieux l'assumer aussi d'une certaine façon, ouvrir des espaces dans lesquels ils peuvent aussi exprimer ce qu'ils sont. Et puis, on peut effectivement avoir ensuite des applications qui vont être des applications plus thérapeutiques. Mais c'est vrai que ces pratiques sont des pratiques c'est pour ça que j'utilise parfois le terme d'inclusive, qui devraient faire partie en fait de la vie de chacun. C'est-à-dire de ne pas avoir forcément besoin de absolument dans son agenda trouver 10 minutes pour faire ce que je disais, mais de se dire tous les jours je vais avoir un petit moment pour ça. Là actuellement on l'appelle pratique complémentaire parce que vous le disiez avec Camus tout à l'heure, il faut bien nommer les choses pour pouvoir leur donner une place et une existence en particulier. On a un proverbe basque qui dit ce qui ne porte pas de nom n'existe pas. Donc il faut pouvoir nommer effectivement. Mais il est vrai aussi que l'idéal serait que ces pratiques un jour n'aient plus de nom et qu'elles soient vraiment incluses dans la vie de tous les jours. Et que pour certaines d'entre elles, dont effectivement l'hypnose que l'on a citée, dont quelques autres pratiques où il y a vraiment une efficacité thérapeutique qui a été démontrée sur les comportements, sur la réparation des corps, on puisse exceptionnellement y avoir place. Je dis exceptionnellement parce que le reste sera déjà présent. Et ça, c'est sans doute l'ambition de ces pratiques complémentaires. Et parfois, on a effectivement la difficulté à les parler, à les discuter dans le champ de la médecine parce qu'elles ne sont pas que de la médecine en vrai. On les présente comme étant de la médecine parce qu'il y a des bienfaits, il y a des activités thérapeutiques. Idéalement, elles ont comme ambition, comme philosophie de permettre ou de proposer à la personne de se réouvrir des espaces dont il a besoin. Et suivant ses besoins, il va aller vers la méditation, vers l'aroma, vers l'hypnose, vers l'activité physique adaptée, vers toutes ces choses-là. Mais voilà, des choses qui lui correspondent, à ce que cette personne est. C'est ça, parce que l'OMS distingue à peu près 400 de ces médecines complémentaires alternatives, ce qui finit par être un peu compliqué. Alors, la sophrologie, l'hypnose, comment ? Autant que de fromage en France. Autant que de fromage en France. Alors, est-ce qu'il y a un lien ? Selon nos goûts, on n'aime pas les 400 fromages. Exactement. Selon nos goûts ou peut-être nos besoins, on n'a pas nécessairement besoin qui de l'acupuncture, qui de l'hypnose, qui de la sophrologie, qui de la réflexologie. Voilà. Comment on fait du coup ? Il y a sans doute d'abord un besoin d'information, c'est-à-dire là, et c'est notamment les personnes qui sont connectées ou qui vont écouter, c'est-à-dire déjà de faire effectivement un effort d'information pour entendre parler de telle ou telle pratique, et ensuite effectivement de se dire de quoi j'ai envie. Alors de quoi j'ai envie, ça peut être par exemple dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais déjà d'habitude ? C'est-à-dire si j'ai déjà l'habitude de marcher un peu pour aller simplement faire mes courses, rendre visite à une amie, etc., peut-être que je peux apprendre à marcher autrement. Je peux apprendre par exemple à prendre 5 minutes supplémentaires. Et puis plutôt que de regarder vers le bas, je me dis aujourd'hui je vais regarder vers le haut et puis je vais regarder comment s'organiser les toits. Est-ce qu'il y a une architecture particulière ? Est-ce que je vais voir un peu plus les oiseaux ? Et déjà, on va être en train de modifier quelque chose. Si vous êtes plutôt friand de cuisine, si vos sens peuvent être facilement éveillés, eh bien on peut se dire qu'en allant du côté de la nutrition et de voir un peu comment un équilibre peut venir, il y a sans doute des choses à faire. Si on vous a décrit comme étant un enfant dans la lune quand vous étiez petit, facilement rêveur, sans doute que la méditation ou l'hypnose va être caractérisée comme étant une pratique qui va bien vous convaincre. Donc il y a sans doute déjà se dire naturellement je vais vers quoi ? Naturellement, est-ce que je suis un contemplatif ? Est-ce que je suis plutôt un actif ? Est-ce que je suis quelqu'un qui met mes sens en éveil ? Est-ce que j'ai besoin plutôt de nourriture intellectuelle ? Et ensuite, effectivement, par l'information que l'on peut avoir sur ces pratiques-là, de dire comment est-ce que je peux aller un peu plus loin ? Comment est-ce que je peux transformer déjà ce que je fais dans mon quotidien en y ajoutant une plus-value qui va faire que ma sensorialité, mon plaisir à exister, le temps que je me donne pour faire les choses, va me permettre de pouvoir vraiment me ressentir dans ce que je suis, ce que je fais, et éprouver un plaisir et de la joie à faire des choses qui peuvent me paraître tout à fait banales. Le fait d'aller visiter une amie, mais simplement j'en profite pour aller voir ce qui se passe un peu là-haut, d'écouter peut-être un peu différemment les sons de la ville ou les sons de la campagne, et je vais déjà être dans un moment qui va être qualitativement beaucoup plus marqué. Et le côté intéressant, c'est que quand on fait ça, on n'est pas dans de la gratuité pure. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices en santé qui ont été démontrés. Le simple fait effectivement de rendre ces moments en relief et plus qualitatifs améliore jour après jour la prévention en santé, l'effort physique, les capacités intellectuelles de la personne. Donc c'est tout bénef, comme on va dire. Voilà. Et effectivement, on choisit, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses, on choisit à partir de ce que l'on fait déjà,
de là où on va déjà intellectuellement, sensoriellement, et de se dire comment est-ce que je peux structurer un peu ça. Il peut y avoir aussi le fait de retrouver des activités. J'ai une personne que j'accompagne actuellement et on était effectivement plutôt dans quelque chose de l'activité physique adaptée, et puis ça a dérivé progressivement vers l'orienter vers la danse. Et puis elle voulait pas trop la danse parce qu'en même temps le contact physique avec les autres était devenu un peu compliqué, etc. Et puis je l'ai revue la semaine dernière et elle m'a dit c'est formidable. Elle fait la salsa, elle fait énormément de choses. Elle a repris ça donc à plus de 70 ans, mais surtout elle m'a dit en fait j'ai retrouvé des choses que je faisais quand j'étais beaucoup plus petite et des plaisirs que j'avais mis de côté simplement parce que la vie m'avait détourné vers autre chose. Et du coup elle n'est pas simplement en train de faire de la bachata, de la salsa, des danses de salon. Elle est en train de retrouver toute une partie d'elle-même qu'elle avait mise un petit peu de côté. Et ces pratiques peuvent aussi servir à ça. On peut partir de soi, mais on peut aussi se dire qu'est-ce qu'à une époque de ma vie j'ai aimé faire et comment est-ce que je peux le retrouver, soit très directement, soit avec des pratiques dérivées. Si j'aime me balader, si j'aime les odeurs, je peux continuer à le faire, je peux m'organiser ces temps-là, mais je peux aussi aller vers l'aroma et puis m'amuser aussi avec 2, 3 comme ça huiles essentielles, arriver à trouver quelque chose qui à la fois stimule ce dont j'ai besoin, quelque chose de l'ordre de l'énergie ou bien de la détente, mais aussi trouver des odeurs qui vont être des odeurs qui me correspondent, une fragrance qui vraiment correspond à ma personne et je vais l'utiliser en diffusion chez moi. Et donc il y a vraiment là quelque chose de qualitatif, une approche 3D qui est tout à fait intéressante avec ces pratiques-là. Alors, cher webinaute, ne vous dépêtez pas tout de suite à la salsa. Ouais. On verra ça dans 3 quarts d'heure. Alors, Véronique Suissa, à la fois comme psychologue clinicienne et puis comme directrice de l'agence des MCA, c'est connais-toi toi-même, c'est apprendre à se connaître pour aller vers, et puis c'est aussi comment on se renseigne, parce on en parle beaucoup, mais comment on peut se renseigner? J'y viens et je voulais juste compléter ce que disait Antoine sur comment savoir ce dont on a besoin. Finalement, en fait, et ce que je retiens et qui est absolument intéressant et à retenir, c'est qu'on est les mieux placés finalement pour savoir ce qu'on veut. Ça, c'est le premier point. De ne pas forcément se dire d'aller voir sur Internet, et ça fait lien avec votre seconde question, disant voilà, j'ai tel ou tel signe, qu'est-ce que je devrais faire? Je pense qu'il faut prendre effectivement les choses à l'envers et se dire, voilà, moi les aiguilles, j'en ai une peur bleue, je vais peut-être pas aller vers de l'acupuncture. J'aimerais bien avoir du lien social, j'en ai pas suffisamment, je vais peut-être me tourner vers une pratique de groupe. Donc il y a aussi ces éléments-là qui peuvent en tout cas orienter déjà une démarche de réflexion et ensuite une démarche d'information. Et ensuite, pour vous répondre sur la question de l'information, il y a une problématique parce que des informations, effectivement, il en existe, mais soit ces informations sont trop complexes, trop lourdes, donc on va avoir effectivement des recherches scientifiques, mais Madame Michu ne va pas aller lire les recherches scientifiques, on va avoir des rapports de la Miviludes, notamment pour la question des risques et des dérives, des rapports de l'INSERM, etc., des rapports de l'Académie de médecine. Donc il existe pléthore de documentation qui permettent justement de se repérer, mais qui sont surtout valables, en tout cas à ce jour, pour des publics informés, des chercheurs, des professionnels, mais pas pour le grand public. Et ensuite, l'autre champ d'information qui existe, c'est un champ d'information qui est malheureusement survulgarisé, c'est-à-dire qu'on retrouve pléthore d'informations effectivement sur Internet, sur le web, sur des magazines, mais qui vont être un petit peu simplifiantes, de sorte à ce qu'on a l'impression, voilà, j'ai telle maladie, il suffit d'aller vers une telle ou telle pratique complémentaire et puis finalement j'irai mieux. Non, évidemment. Donc c'est un vrai enjeu, c'est une vraie problématique et effectivement au sein de l'association Agence des médecines complémentaires adaptées, on essaye de s'en saisir pour diffuser de l'information simple, accessible et pour autant avec de l'information qui soit éclairée sur concrètement c'est quoi l'hypnose, comment on la définit, c'est quoi la formation, c'est quoi les risques de telle ou telle pratique, etc., etc. Donc on essaye de se développer en ce sens en considérant la complexité d'avoir accès à une information qui soit simple et accessible. Alors, en vous écoutant, je me dis, cher webinaute, peut-être que vous vous demandez, mais comment je repère un bon d'un mauvais praticien et comment j'évite de tomber sur des charlatans? Question qui n'est pas évidente. Alors, qui n'est pas évidente, effectivement, a priori, mais encore une fois, ça dépend de quelle pratique on parle. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de pratiques qui sont actuellement dénoncées par la Miviludes? C'est un fait. Par exemple, méthode Hammer, qui a fait un peu de bruit il y a quelques années et qui dit non, n'allez pas faire des traitements, vos traitements chimiothérapie, qu'ils sont dangereux, allez plutôt vous guérir en essayant de découvrir le sens de la maladie. Bon, voilà, il y a quand même des éléments, un champ de pratiques qui sont aujourd'hui identifiés. Là, c'est presque du bon sens. Presque du bon sens. Ensuite, il y a
la notion effectivement de discours du praticien et de posture du praticien. Est-ce que dans sa posture, le praticien évoque par exemple l'idée, oui, vous pouvez aller faire vos traitements, mais vous savez, au fond, la guérison, ça va être grâce à moi, etc. Donc il y a quand même une notion de posture, une notion aussi peut-être d'incitation à revenir absolument, etc., des tarifs exorbitants. Donc il y a des signes, mais qui sont effectivement grossiers et qui peuvent aller sur le champ du bon sens. Là où ça devient plus complexe, c'est notamment la notion de dérive, mais on y reviendra peut-être, qui est plus subtile parce que involontaire et qui est plus liée finalement à un manque de formation, à un manque de qualification et de compétences du praticien, qui va aller dans le sens finalement de recommandations qui peuvent être inappropriées, inadaptées, mais finalement pas de manière volontaire, mais malgré tout qui peuvent comporter des risques. Vous avez parlé de, soyons très très clairs, vous avez parlé de tarifs. C'est quoi à peu près les tarifs, disons, normaux d'un praticien d'une médecine complémentaire? Alors c'est difficile de répondre pour toutes les pratiques, hein. Là, je vais prendre en tout cas l'exemple pour lequel on a mobilisé, nous, des praticiens, et notamment des praticiens d'activité physique adaptée, des praticiens pour des sensibilisations en diététique et en sophrologie. On était aux alentours d'une centaine d'euros pour une séance d'1 heure. Donc ça donne quand même effectivement un indicateur, mais comme dans tous les métiers, il y a une grande variabilité. Le fait est aussi que ces pratiques ne sont pas remboursées, donc représentent effectivement un coût important d'un côté. Et le fait est également que les praticiens en approche complémentaire, ayant aussi des difficultés à avoir du travail, on se retrouve avec des prix parfois exorbitants. Il y a une vraie réflexion sociétale, à mon sens, à mener pour que des tarifs plus raisonnables soient appliqués, mais cela aussi demande qu'ils puissent exercer leur profession et en vivre aussi, pour aussi appliquer des tarifs pour lesquels il soit possible de suivre pour le grand public. C'est étonnant tout de même parce que d'un côté, plus de 50% des gens utilisent, sont des usagers, des clients, on pourrait dire, et en même temps, vous dites que parfois, économiquement, c'est compliqué pour le praticien. Comment ça s'explique ? Question piège. Je pense qu'effectivement, la question financière, elle est compliquée. Elle est aussi fonction de la qualification de base. C'est-à-dire que lorsque l'on va voir un médecin, un psychologue, un infirmier, le regard va être d'abord un regard diagnostique. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans une pratique complémentaire, la personne va d'abord s'assurer que ce qui devait être fait a été examiné. C'est-à-dire qu'il y a toute cette phase-là aussi qui est comprise dans ce prix-là, c'est-à-dire un regard qui relève effectivement d'une expertise. Et il y a sans doute aussi une variation très importante entre les grandes villes et puis les habitants qui ne sont pas dans des grandes villes. Donc il y a une variabilité qui va être extrêmement importante. Les rendez-vous ne sont pas toutes les semaines non plus pour la plupart des pratiques. C'est-à-dire qu'on est effectivement sur des pratiques qui vont varier entre 3 semaines, 3 et 8 semaines selon le type de pratique dont on parle, parfois 2 semaines en début de suivi. Donc voilà, c'est un investissement, c'est sûr. Beaucoup de mutuelles maintenant aussi remboursent. Alors parfois ils remboursent jusqu'à une certaine somme, parfois c'est un certain nombre de séances, mais il y a aussi ce levier bien sûr qui est à aller voir. C'est clair que c'est quelque chose qui doit être discuté avec la personne. Voilà. Et la plupart des praticiens, malgré tout, et sans doute que je rajouterai ce critère à ce que disait Véronique, la plupart des praticiens, malgré tout, adaptent aussi en fonction du niveau de revenu de la personne qui vient. C'est-à-dire que ça peut être aussi un indice. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir des prix qui d'emblée sont des prix vraiment très, très importants et qui ne va pas s'adapter à la capacité financière de la personne qu'elle reçoit, alors même qu'on sait que ce n'est pas remboursé, même si certaines mutuelles interviennent. Bon, il faut se méfier aussi, c'est-à-dire que là on est aussi dans... il y a une forme d'entente, tout le monde doit s'y trouver, mais c'est vrai aussi qu'à partir du moment où on parle de l'utilité de ces pratiques, il faut qu'il y en ait le plus grand nombre qui ait accès. Il y a peu de lieux encore dans le système public dans lesquels les personnes y ont accès directement. Le centre où je suis au CHU de Bordeaux est assez pionnière là-dessus pour la méditation et l'hypnothérapie. En dehors effectivement de ces pratiques, l'accès en circuit public n'est quand même pas si simple que ça. Donc il y a sans doute effectivement quelque chose qui est à penser et à négocier parfois avec les thérapeutes dans ce cadre-là. Alors, à propos d'accès, Véronique Suissard, on a beaucoup évoqué parfois même des problèmes autour des plateformes. Comment on peut évoquer tout ça? Il y a des plateformes aujourd'hui qui permettent d'aller donc très simplement, d'une certaine manière, prendre rendez-vous. Mais on dit aussi que ça peut avoir des dangers. Oui.
C'est une question qui est sensible parce que le système de plateforme a beaucoup apporté au sens large, si on prend les plateformes pour l'instant médicales. Et on sait à quel point elles ont été utiles, notamment pendant la Covid. Maintenant, la question des plateformes des médecines complémentaires demande vraiment une véritable réflexion pour savoir ce qu'on y met comme pratique, pour savoir qui on y met comme praticien et délimiter un peu les choses. Là où ça devient effectivement compliqué, c'est quand on mélange finalement un petit peu tout. Et actuellement, malheureusement, sur certaines de ces plateformes dites bien-être exclusivement, on va retrouver des pratiques qui sont réglementées par la loi, des pratiques qui ne relèvent pas des approches complémentaires. On va retrouver par exemple un psychologue et puis on va retrouver des coachs de vie. Et puis on va retrouver des acupuncteurs non médecins ou non sages-femmes qui s'appellent exercice illégal de la médecine. Et puis on va retrouver de l'ostéopathie qui est réglementée. Et donc on va tout mélanger en donnant l'illusion d'un même niveau d'assise. On va retrouver par exemple, j'avais vu de l'hypnose spirituelle. Je ne sais pas ce que c'est, hein, pour être tout à fait honnête. Et puis on va retrouver des hypnothérapeutes. Donc voilà, et donc à mélanger tout ça, on laisse à croire finalement qu'elles ont le même niveau d'assise. Ça c'est un premier élément, mais je saute du coq à l'âne en disant aussi qu'on va retrouver une autre problématique, c'est-à-dire la présentation des praticiens qui vont se présenter comme à la fois experts de l'hypnose, de la relaxation, du yoga, de l'aromathérapie, de multipraticiens. Là aussi, il faut qu'on m'explique comment on peut avoir pléthore d'expertise là où parfois il n'y a même pas de diplôme et de formation. Et donc tout ça sont des indicateurs quand même à risque parce qu'il n'y a pas de cadre, ce qui ne veut pas dire pour autant que l'ensemble des praticiens qui sont dans ces plateformes ne sont pas forcément mauvais. C'est pas le cas. On peut avoir des formations extrêmement bien formées. Mais du coup, pour la Michu qui veut s'y retrouver et qui veut un praticien en hypnose, ne fera pas forcément le distinguo entre quelqu'un comme par exemple comme Antoine Bioy et celui qui va pratiquer de l'hypnose spirituelle à la fois et de l'aroma et à la fois du yoga et qui n'aura aucun diplôme pour pouvoir les dispenser. Donc ça, c'est un véritable risque qui demanderait une pleine réflexion de critérisation de la nature des pratiques, de la nature des praticiens, de la nature des diplômes, de l'information qui est diffusée au sein de chaque pratique et qui permettrait, en tout cas à l'usager, de s'orienter vers telle ou telle pratique, vers tel ou tel praticien avec des critères et de l'information claire. Voilà. À propos d'informations claires, quelques médias, parfois comme ça, s'orientent ou parlent vraiment de dérives sectaires par rapport à ces médecines complémentaires. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est si important et si grave que ça? Les dérives sectaires sont graves, bien évidemment. Mais est-ce que, je dirais, en termes d'intensité, est-ce que c'est si fréquent? J'allais répondre comme vous. Non, évidemment que non. Les dérives sectaires dans le champ des médecines complémentaires alternatives restent marginales. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, attention, mais elles restent marginales. En revanche, ce dont on ne parle pas assez et qui existe, c'est la notion de dérive thérapeutique. Rappelons simplement en 2 mots que la notion de dérive sectaire, c'est le fait finalement de ne plus avoir son discernement pour pouvoir penser, réfléchir, agir. Donc il y a une notion finalement d'emprise mentale qu'on ne retrouve pas dans le cas de la dérive thérapeutique où là on va être face à un praticien qui va avoir des recommandations inappropriées, inadaptées, allant parfois à l'encontre des recommandations du médecin. Typiquement, n'allez pas manger avant vos chimiothérapies, même si vous avez perdu 25 kilos, votre énergie naturelle va venir. Et de son propre chef, en plein libre arbitre, l'usager va dire ah ben moi j'ai plus confiance en mon praticien qui me dit de pas manger plutôt que en mon médecin qui me dit qu'il faut que je mange. On est dans de la dérive finalement qui est plus subtile, qui peut être volontaire ou involontaire, mais qui ne demeure pas moins de la dérive et qui est principalement due à un manque de qualification, à un manque de compétences qui font que le champ de croyance prend le dessus et le pas sur des choses qui sont solidement éprouvées par la science. Et donc c'est là où on va être confronté à une forme d'opposition entre le monde des valeurs et des croyances et le monde de la médecine et de la science qui ne demande en théorie qu'à s'articuler de manière éclairante. Donc c'est une vraie problématique, les dérives thérapeutiques. Ça me paraît peut-être un complément et qui va faire aussi le lien entre les 2 questions, Serge, que vous venez de poser. Quelqu'un qui va consulter une personne pour pouvoir apprendre ou se sensibiliser à une pratique complémentaire, elle a le droit et elle doit poser des questions sur la personne qui le reçoit, c'est-à-dire qui êtes-vous, quelle est votre formation, combien de temps vous vous êtes formé, et déjà de se faire une première idée. C'est-à-dire que, oui, comme le disait Véronique, il y a un défaut de sensibilisation, d'information, il y a vraiment un éventail beaucoup trop large et trop approximatif en fait à propos de ces pratiques, mais c'est aussi l'usager qui doit aussi
poser des questions à qui me reçoit et de pouvoir aussi se faire sa propre opinion. Et il y a aussi quelque chose qui paraît important, c'est d'écouter aussi l'environnement. Par rapport justement à ces questions de dérives thérapeutiques et de dérives sectaires, donc est-ce que je suis en train, sans me rendre compte, de rentrer dans un système d'emprise ou dans quelque chose donc sectaire ou quelque chose qui est inadapté par rapport à ma santé, et on est là du côté du thérapeutique. L'environnement est généralement de bons conseils, hein. C'est-à-dire que lorsque les enfants, les proches amis, le mari, la femme dit mais quand même c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu es en train de faire, dis-moi un peu plus. Enfin, il faut pouvoir également ne pas rester sur ses propres a priori, où parfois d'ailleurs les premiers bienfaits sont présents et on a envie de poursuivre, et du coup de ne pas entendre ces éléments-là. Et il y a quand même ces deux choses, c'est-à-dire soit de vraiment poser, ce qui est normal, je mets des éléments de santé entre les mains de quelqu'un, j'ai besoin de savoir qui me reçoit, donc de poser des questions et de dire mais quelle est votre formation, depuis quand vous le faites, quelle est votre approche, dites-moi un peu plus pour que je puisse me représenter quand même qui vous êtes et ce que l'on va faire éventuellement ensemble, et puis d'écouter tout le temps l'environnement. Et l'environnement quand même généralement a des petites lumières oranges qui s'allument plus rapidement que la personne elle-même. Et donc effectivement, quel que soit l'engouement que l'on peut avoir pour une pratique complémentaire, si l'entourage commence à se dire quand même, je trouve que tu y passes un peu de temps, quand même, je trouve que ça fait beaucoup de stages que tu payes, beaucoup de retraites que tu payes, beaucoup de stages que tu payes dans cette année financièrement, est-ce que tu peux vraiment te le permettre? Quand même, je trouve que ce que l'on te demande là, la façon dont tu as changé ton équilibre de vie, ton hygiène de vie, me paraît un peu curieux. Il faut pouvoir l'entendre. Et ce sont quand même les premiers, me semble-t-il, indicateurs. C'est comment l'environnement perçoit ce qui est en train d'être fait. Ça ne veut pas dire qu'il perçoit de façon plus juste, mais ça veut dire que, quand même, quand on voit un peu comment les choses se passent, les premières lumières oranges, c'est l'entourage. Et donc, effectivement, de pouvoir écouter ça, et soit de vraiment poser des questions à qui me reçoit, quelle est sa formation, quelle est sa philosophie, quels sont les objectifs qu'il mettrait pour moi. C'est-à-dire, est-ce que ces objectifs ne vont pas au-delà de ce que moi je souhaite pour ma santé ou ce que je viens chercher auprès de ce thérapeute-là. C'est vraiment ces questions-là qui sont importantes aussi. En fait, c'est assez normal, surtout quand on est un petit peu fragile, on espère une réponse magique. Bien Donc sûr. il y a aussi cette capacité à se dire, oula, je suis un peu prudent. Alors, voilà, merci à vous deux pour ce large panorama de ces enjeux. Et puis maintenant, il y a un flot incroyable de questions, bien évidemment. Il y en a qui ont posé une question quasiment au moment où le webinaire s'est ouvert, hein. Alors évidemment, souvent, ce sont des questions très propres à une problématique. Donc ce ne sera pas toujours évident de pouvoir y répondre. Alors dans les 157 questions que j'ai là précisément, évidemment, je ne vous les donnerai pas toutes et certaines, on les mettra de côté parce que... Prends la 17, personne. Vous prenez la 17. Mais... Alors, vous prenez la 17. Eh bien écoutez, la 17, c'est Florence. Ah, très bien. Bonjour, concernant la naturopathie, quel moyen de savoir si la personne a reçu une solide formation, puisqu'actuellement, tout le monde peut se déclarer naturopathe, que certaines formations sont un peu plus légères. Je crois même qu'en un week-end à distance, on peut se déclarer naturopathe. Et Florence nous dit « Merci et bonne séance ». Peut-être de la naturopathie, je ne sais pas. Eh bien, je ne dis pas merci à Florence, j'aurais dû prendre un autre chiffre. C'est pas aujourd'hui où je vais jouer au loto. En fait, je vais répondre de façon générale parce que la naturopathie, je ne suis pas du tout expert là-dedans. Donc, il y a des pratiques complémentaires pour lesquelles je connais bien les écoles, etc. La naturopathie, je ne m'y suis pas tellement La naturopathie, il n'est pas vraiment... dans celles qui sont définies, qui sont suivies. En fait, globalement quand même, on considère qu'une formation dont la personne va pouvoir ensuite s'installer au moins dans une pratique en santé durable, pas encore tout à fait thérapeutique, mais une pratique en santé durable, c'est au moins 200 heures de formation. On est sur une formation qui est une formation plutôt longue, dans laquelle il doit y avoir du compagnonnage, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas faire les 200 heures en un temps rapproché, elles vont faire les 200 heures dans le temps et avec des mises en expérience sur le terrain, des personnes qui vont des stages, etc., des personnes qui vont pouvoir les orienter. Donc globalement, c'est toujours compliqué de faire une généralité, mais en deçà de 200 heures, il faut se méfier. 200 heures quand même pour une formation, ça reste généralement ce qui est préconisé. Et il y a des formations en naturopathie, pour le coup que je connais, qui vraiment accompagnent durant 3 ans et parfois même plus la personne véritablement. Il y a notamment des infirmiers qui le font, il y a d'autres praticiens. Et il y en a d'autres effectivement qui en quelques jours disent proposer effectivement la même chose. Donc peut-être de garder ce chiffre-là avec toute la subjectivité qu'il peut y avoir, mais 200 heures sur 1 an et demi, 2 ans de formation,
paraît être un temps minimal, raisonnable pour pouvoir se dire ensuite je peux effectivement pratiquer au moins dans le champ de la santé durable et de pouvoir accompagner des personnes. Et Véronique, pour rester là-dessus, il y a aussi cette question de certaines de ces formations ont des labels ou des certifications, je pense au RNCP, je pense. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas aussi le prendre en compte? Oui, oui, tout à fait. Et je vais y revenir. Et pour rester de manière générale, avant que je n'oublie l'idée par rapport à ce que disait Antoine, il y a aussi, je dirais, la profession initiale de la personne. C'est-à-dire que quand il est professionnel de santé, quand il est psychologue, ça donne aussi un indicateur sur son savoir en amont. Non pas que les personnes qui ne sont pas professionnelles de santé ou psychologues n'ont pas une place. Mais en tout cas, voilà, c'est un indicateur. Et un autre indicateur qui me semble intéressant selon la situation propre de la personne, c'est de se renseigner s'il y a des spécialisations. Par exemple, un praticien qui intervient dans le champ de la prévention et du bien-être, ce n'est pas la même chose qu'intervenir auprès d'une personne sensible ou fragile, qui présente une fragilité. Donc là, ça demande des spécialisations dans le domaine, donc poser aussi ce type de questions. Et enfin, comme vous le disiez, alors sans être trop technique, il existe quelques normes de formation. Alors on a les pratiques qui sont réglementées par la loi, il y en a 4, c'est l'acupuncture, l'homéopathie, l'ostéopathie et j'en oublie une. Et l'acupuncture, je ne sais plus si je l'ai cité, voilà, qui sont réglementés par la loi et donc qui de fait ont des normes de formation. Au-delà, on a ce qu'on appelle des titres RNCP, certification professionnelle, qui sont une forme de reconnaissance étatique reconnue par le ministère du Travail. Donc il est tout à fait possible de demander aux praticiens, êtes-vous titulaire d'un titre RNCP, sachant qu'il en existe sur pas mal de pratiques, comme notamment de la sophrologie, de la réflexologie, etc. Donc ça va être un autre élément de distinction. Il existe aussi des diplômes universitaires qui sont généralement ouverts et ou réservés aux professionnels de santé et psychologues. Donc on peut poser aussi la question, êtes-vous titulaire d'un diplôme universitaire? Donc tous ces éléments vont être des indicateurs supplémentaires pour assurer la solidité de la formation, bien qu'ils soient insuffisants naturellement du fait que, notamment dans cet exemple, il n'y a pas de formation reconnue. Vous voyez, Florence, vraiment, vous avez eu raison de poser cette question. D'ailleurs, plusieurs personnes posent un petit peu la même question. Vous avez dit le chiffre 17, mais on aurait fait le 67 ou le 127. C'était aussi un petit peu les mêmes questions, c'est-à-dire le 129 aussi. C'est-à-dire, comment je sais si le praticien est bien formé Si je peux me permettre, je pense que, me semble-t-il, il y a une question préalable, et je rebondis là-dessus sur ce que disait Véronique, c'est ce qui m'y fait penser. Pour moi, il y a vraiment deux cas de figure qu'on a essayé quand même de dessiner ici. Il y a vraiment, si l'on souhaite vraiment aller du côté de la qualité de vie, en tout cas, qualité de vie, c'est vraiment avoir ajouté une dimension qualitative à son existence. Et là, effectivement, voilà, le champ est très très ouvert. Si on est dans une démarche de pratique complémentaire pour venir réguler une problématique en santé qui est déjà installée, il y a quand même une étape qui est importante, c'est l'étape diagnostique. C'est-à-dire dès lors que j'ai une fatigue chronique, dès lors que j'ai des troubles de l'endormissement, dès lors que j'ai des douleurs qui apparaissent quelque part et que je n'arrive pas à m'expliquer, dès lors que j'ai une humeur qui commence à devenir un petit peu anarchique, les autres me le disent, et que ça devient un petit peu chronique, la première étape, c'est d'abord le diagnostic. C'est son médecin, c'est le psychologue si jamais on est effectivement dans quelque chose comme l'humeur dont je parlais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui va déjà faire un premier bilan et de se dire quelle est la part organique, génétique éventuellement dont vous parliez tout à l'heure, quelle est la part de contexte, etc. C'est-à-dire, voilà, quand on fait une démarche pour les pratiques complémentaires, avec déjà dans l'idée de venir réguler une problématique en santé, il faut qu'il y ait eu un professionnel de santé ou un psychologue qui ait posé un diagnostic et qui devient du coup l'interlocuteur de la personne pour dire voilà, je trouve que je vais vous aider, je trouve aussi qu'une pratique de tel ou tel ordre pourrait être intéressante, et à ce moment-là, de discuter avec cet interlocuteur en disant comment je choisis. Est-ce que vous connaissez des personnes, comment je choisis? Et ça peut être aussi un interlocuteur. Mais je pense que vraiment, lorsqu'il y a une problématique en santé qui a été identifiée, que la démarche, elle est là présente, il faut qu'il y ait eu un diagnostic, et du coup, la personne qui fait le diagnostic est le premier interlocuteur pour pouvoir aider. Ensuite, effectivement, quand on est dans du qualitatif, là, le champ, il est plus vaste, il est plus incertain, et c'est là où sans doute on tâtonne un peu plus. Alors, Alain, il se pose à peu près une question que vous vous posez, je sais régulièrement Antoine, c'est qui n'est pas facile à y répondre comme ça, c'est que peut-on faire contre l'arthrose? Eh bien,
aller voir son médecin. Oui. Non, il y a l'activité physique adaptée dont on parlait tout à l'heure qui va être présent. Il y a aussi quelque chose, étant psychologue, je vais aussi l'ajouter, il y a aussi probablement une dimension au-delà des aspects médicaux qui sont à voir et des pratiques qui vont vraiment aider à ces aspects médicaux-là. Il peut y avoir les kinés, il peut y avoir beaucoup de choses. Il y a aussi une dimension psychologique. C'était l'arthrose, c'est évidemment de l'arthrose avec ce que ça engage en termes de douleur, éventuellement en termes également de malformations qui peuvent être là, mais c'est aussi la psychologie, c'est aussi un corps qui est vieillissant, c'est aussi le fait de devoir accepter qu'il y a des pertes, on fait les choses moins longtemps, on peut les faire de façon moins intense et que c'est pas simple non plus de se rendre compte que ces capacités bougent et que les pratiques complémentaires, on n'a pas besoin d'aller directement en psychothérapie pour ça bien sûr et que justement des pratiques complémentaires qui sont des pratiques en fait d'expression, je pense à l'art thérapie en particulier, mais il peut y avoir d'autres choses, permettent aussi de s'approprier ou de se réapproprier son corps, c'est-à-dire de pouvoir accepter la façon dont simplement la vie nous fait avancer dans notre existence et que l'arthrose est certes un problème d'arthrose, est un problème médical, mais qu'il y a aussi quelque chose qui est, j'allais dire périphérique, mais ce n'est pas le bon terme, qui est en tout cas secondaire à l'arthrose, mais qui va devenir quand même principal, qui est comment je m'accepte avec ces changements, avec ce corps qui évolue, avec le fait que mes fonctionnalités ne sont pas les mêmes qu'avant, et comment est-ce que je peux aussi bénéficier de l'arthrose pour me dire, eh ben, je vais peut-être aller vers des activités que je n'avais pas jusqu'à présent. Et donc ça, c'est pas forcément un accompagnement psychologique, ça peut être un accompagnement avec les pratiques complémentaires. Hein, Véronique, alors peut-être vous ne pourrez pas répondre à la question, mais en même temps, comme je sais que vous terminez un ouvrage sur la réflexologie, Denise nous demande, est-ce que la réflexologie plantaire peut atténuer les inconvénients de la chimiothérapie? Et plus largement, on sait que les chimiothérapies sont des éléments très lourds, et certaines de ces médecines complémentaires peuvent, d'ailleurs c'est aussi pour ça, d'ailleurs dans votre thèse vous l'aviez regardé, peuvent aussi aider les personnes à mieux les supporter. Alors, je ne pense pas qu'il faille réfléchir sous le prisme, notamment face à un manque d'études scientifiques, de est-ce que telle pratique va réduire. Mais revenir à ce dont on évoquait tout à l'heure, qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que je me sens lourde dans mon corps? Est-ce que j'ai besoin d'aller vers quelque chose qui apaise mon corps? Donc dans ce cas-là, effectivement, la réflexologie qui va viser à la détente, qui a pour objectif aussi un objectif de prévention et de gestion du stress, qui peut se pratiquer sur les pieds, sur les mains, sur le crâne, etc., va pouvoir effectivement... Pourquoi vous regardez comme ça sur le crâne complètement involontaire, pardon. Voilà, va pouvoir potentiellement agir, non pas forcément parce que il n'y a pas d'études clairement déterminées, en tout cas des liens de cause à effet sur cette pratique par exemple et les effets, les réductions de la chimiothérapie, mais parce qu'à un moment donné, la personne décide de s'accorder un temps pour soi, pour se faire du bien, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt réfléchir à l'envers et partir de soi et de l'écoute de son corps, de ses pensées, de ses envies, plutôt que aller se dire que dit la science sur tel et tel aspect. Pour reprendre l'exemple de l'acupuncture qui est très criant et très parlant, il y a manque de consensus sur les études, notamment sur la question de la douleur. Certaines études montrent qu'il y aurait peut-être un effet, d'autres non, etc. Mais encore une fois, si j'ai peur des aiguilles, ça n'a aucun sens d'aller vers de l'acupuncture, quand bien même il y aurait des effets cliniquement prouvés. Donc il y a quand même une réflexion à mettre en lien avec ce que l'on recherche à mon sens. Mais si j'ai fait par exemple une séance d'acupuncture et je me sens mieux, bien sûr. Si l'acupuncteur est quelqu'un de sûr. sérieux, pourquoi pas continuer quoi. Ah mais bien sûr. C'est comme ça que vous dites mais les choses. complètement, complètement. Et finalement, c'est aussi, c'est intéressant, vous êtes deux psys, c'est aussi savoir s'écouter finalement, c'est ce qu'il y a derrière ces histoires de médecine complémentaire. Savoir s'écouter en dialogue, je reviens sur ce qu'on disait au début, c'est-à-dire c'est le fait de dire on a en fait plein d'interlocuteurs, on a des interlocuteurs qui font partie de notre réseau familial, amical, médical aussi, et c'est effectivement de savoir s'écouter en informant et en disant ce que l'on fait, parce que même des pratiques, comme vient de le décrire Véronique, et pour lesquelles on se dit, bon bah du coup je vais aller vers le plaisir, la joie, c'est important, c'est un moment qui est pour moi, mais il y a parfois en fait des interactions que l'on ne voit pas avec certaines pratiques. Et donc du coup c'est effectivement de pouvoir ouvrir ces espaces. Ces espaces permettent aussi de pouvoir aller vers des bénéfices simplement parce que l'on se sent bien dans ces activités-là, mais effectivement en dialogue avec nos différents réseaux de façon à pouvoir aussi s'assurer que l'on est dans des pratiques qui sont finalement des pratiques qui ne sont pas de l'état pour soi et qui même au contraire vont être plutôt conseillées. Alors, une personne, Claude, c'est intéressant parce que c'est aussi, ça va un peu dans l'autre sens. Cette personne nous dit, je suis intéressé par la ramothérapie. Jusque-là, ok. Mais qui est en plus facile à mettre en œuvre chez soi, nous dit-elle. Mais
Et du coup, les gens se demandent aussi parfois comment se former. C'est-à-dire qu'on arrive aussi à l'autre problématique, qui est parfois de se dire, mais j'ai envie moi-même d'en savoir plus, voire de devenir juste pour moi ou pour d'autres, pour en faire aussi un métier ou une activité complémentaire. Donc on revient à la question de comment se former. Alors, sur l'aromathérapie, le premier interlocuteur, c'est le pharmacien, bien sûr, qui va d'abord indiquer. Je pense qu'une bonne façon d'aller sur... Alors, je vais être un peu spécifique, mais tout dépend de ce que la personne souhaite. Soit aller plutôt du côté de l'aromathérapie, c'est-à-dire précisément, est-ce que je peux utiliser les huiles essentielles pour avoir un bénéfice en santé directement. Soit elle va aller sur l'utilisation des huiles essentielles de façon à pouvoir être plus qualitative dans son existence. C'est ce qu'on appelle l'olfactologie, c'est-à-dire l'exemple que je donnais de la lavande tout à l'heure. Je peux aussi m'ouvrir un moment avec ce champ-là, indépendamment des propriétés de l'huile essentielle de lavande fine. Et donc, du coup, le premier interlocuteur, en tout cas pour les aspects thérapeutiques, ça va être le pharmacien. Mais effectivement, on peut souhaiter aller un peu plus loin, ou on peut simplement être plutôt dans l'olfacto plutôt que dans l'aroma, et de se dire comment est-ce que je peux apprendre ça, et aussi bien sûr intégrer les contre-indications. Il y a peu de contre-indications aux huiles essentielles, il y en a quelques-unes, les femmes enceintes, certaines sont un peu dermatocaustiques, il faut éviter qu'elles soient diffusées dans l'atmosphère, etc. Donc il y en a peu, mais il faut les connaître. Et là, en fait, on est effectivement vers quelque chose qui paradoxalement est plutôt bien structuré. Et notamment les fabricants d'huiles essentielles, choisir plutôt bio d'ailleurs tant que j'y suis, et plutôt français, mais voilà, pour une qualité effectivement de produits. Mais la plupart en fait des fabricants d'huiles essentielles proposent en fait des formations, et ils distinguent les formations pour les thérapeutes des formations pour le grand public. Et donc pour le grand public ne veut pas dire du tout que c'est dévalorisé, mais ça veut dire que l'on va écouter les besoins de la personne qui ne veut pas s'auto-médiquer avec les huiles essentielles, mais qui veut simplement être dans le qualitatif dont on disait tout à l'heure. Et puis parfois, quand j'ai un niveau de stress qui va être trop important, quand j'ai la vie qui est un peu pesante et que je vais avoir du mal à m'endormir, bah oui, je vais utiliser ça, la dimension un peu plus thérapeutique. Et donc la plupart en fait, des fabricants ont des propositions de formation et qui sont des propositions sérieuses, puisque tout leur intérêt est précisément que les gens utilisent bien les huiles essentielles. Et à côté de ça, vous avez effectivement des praticiens ou bien des structures de formation, mais pour le grand public, un praticien peut suffire, qui vont proposer des formations pour l'aromathérapie. 2-3 jours de formation suffit amplement pour pouvoir connaître les contre-indications, les grandes catégories d'huiles essentielles et de voir un peu déjà comment est-ce que l'on peut intégrer ça dans son existence. Et pour compléter également ce que dit Antoine Bioy, et peut-être de manière peut-être plus générale, c'est-à-dire que quand on est usager et qu'on veut devenir potentiellement praticien, on n'est pas obligé tout de suite de se lancer dans un RNCP de 2 ans. Donc il y a effectivement cette phase de découverte, d'ouvrage, de creuser un peu la pratique et de voir vraiment si elle correspond à une appétence professionnelle ou plutôt à une appropriation de savoir sur le plan personnel. Et puis après, selon les pratiques, il peut exister effectivement des initiations. Vous parliez du prochain ouvrage sur la réflexologie, et effectivement, ce qui était intéressant de découvrir, c'est que les formations, on n'est pas tout de suite sur du RNCP, on est sur des formations au départ courtes qui permettent d'appréhender la pratique dans sa globalité, et ensuite, si finalement elle fait sens avec le besoin ou l'envie de la personne de se professionnaliser, aller vers une formation plus solide, et ensuite, pourquoi pas, en faire un parcours avec une logique de spécialisation. Donc ça peut aussi se faire en plusieurs étapes pour permettre à la personne quand il y a en tout cas une envie de réorientation, de le faire par étapes et pas de le faire forcément tout de suite sans certitude. Tous les deux, vous évoquiez d'en parler avec son médecin, d'en parler avec son pharmacien, d'en parler avec un infirmier, mais en même temps, dans les formations de ces 3 métiers, par exemple, de soins, on rajoutera les sages-femmes, ces questions sur des médecines complémentaires sont très peu abordées. Donc finalement, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas eux-mêmes formés, s'ils n'ont pas fait l'effort eux-mêmes. Les pharmaciens, alors aromathérapie et tout ça sans doute, mais sur d'autres éléments, voilà, les infirmiers, c'est un peu pareil. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème ou un besoin de mieux former ou de mieux informer ces différents métiers? Alors, il commence un petit peu à être résolu. En fait, c'est clair que l'on est en train de parler d'une pratique qui, idéalement, ne doit pas être une pratique parallèle, non plus alternative, non plus de remplacement à des choses que l'on connaît par ailleurs. Donc la logique voudrait effectivement que lorsque l'on souhaite devenir professionnel de santé, on voit également ces pratiques dans son parcours à un moment donné. Pour les médecins, ça commence cette année, où vous avez maintenant un item qui est devenu obligatoire grâce notamment aux travaux d'un organisme qui s'appelle le CUMIG, que préside actuellement Julien Nizar, professeur Julien Nizar, qui a beaucoup œuvré pour cela. Et vous avez maintenant un item obligatoire pour tous les internes en France. Obligatoire, ça veut dire qu'ils vont être forcément interrogés dessus à l'internat, qui porte sur les pratiques complémentaires. Donc ils ont à la fois une sensibilisation, et notamment hypnose,
acupuncture, méditation. Ils ont déjà des connaissances de base qui va leur permettre, dans cette nouvelle génération, de pouvoir mieux écouter et mieux également conseiller les personnes qu'ils vont recevoir. Paradoxalement, les pharmaciens ne sont pas forcément compétents en huile essentielle. Donc il faut effectivement demander, ils connaissent la chimie bien sûr des huiles essentielles, mais la chimie ne fait pas tout, et donc il faut effectivement demander. Les psychologues, c'est un peu compliqué. On a l'habitude en fait de faire un travail qu'on appelle les travails à médiation, c'est-à-dire de précisément observer et travailler avec les personnes sur l'adéquation entre ce qu'elle est, sa qualité d'existence, ce qu'elle souhaite devenir, les valeurs qu'elle souhaite développer. Donc on a plus une méthodologie, mais sans connaître ses pratiques telles que. Donc ce que font les médecins là, actuellement avec cet item maintenant obligatoire pour les internes, il est maintenant effectivement à voir comment le multiplier chez les sages-femmes, chez les psychologues, chez les infirmiers, chez les pharmaciens, pour que ça devienne vraiment quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire qu'il fasse partie du cursus habituel de toute personne qui veut faire un parcours en santé. Donc la voie a commencé malgré tout, elle est intéressante. Et pour compléter justement aussi ce que disait Antoine, c'est qu'il y a certaines pratiques qui sont réservées à des médecins comme l'homéopathie ou l'acupuncture, ou sage-femme pour l'acupuncture, et il y a aussi cette ouverture de diplômes universitaires qui existe et qui font que beaucoup de professionnels de santé comme des infirmiers, des kinés, des kinésithérapeutes, des psychomotriciens vont se former à certaines de ces pratiques, que ce soit la réflexologie, la sophrologie, et ce qui permet petit à petit sur le terrain, donc vraiment de participer à cette culture de la prévention et du bien-être, généralement dans les centres de soins. Et effectivement, il est vrai qu'il y a un autre champ, j'ai envie de dire, je ne veux pas diviser, mais de professionnels de santé qui ne sont soit pas sensibilisés, soit qui n'ont pas forcément d'intérêt pour la question, soit qui parfois sont un peu contre aussi certaines de ces pratiques, et qui créent finalement une forme d'instabilité en ce sens que selon le médecin qu'on a, selon l'interlocuteur qu'on va avoir aujourd'hui, on ne sait pas trop si on est face à un professionnel de santé qui est sensibilisé, qui pratique, qui est contre, et donc effectivement ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais comme l'expliquait effectivement Antoine, les choses sont en train de changer parce qu'il y a justement une sensibilisation dès le départ de la formation. Donc on voit bien que finalement les jeunes médecins et qui arrivent vont être de plus en plus sensibilisés à ces questions, qui est effectivement essentiel dès lors où on sait qu'il y a un Français sur deux qui utilise ces pratiques. Alors, on arrive pratiquement à la fin. Je ne vais pas vous dérouler parce qu'il y a plein d'autres questions. Là, je vois Charles qui demande quelle médecine douce pour traiter l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie. Donc là, ça devient un peu complexe. Il y a, je vois Sylviane qui dit j'ai des crises d'angoisse. Quelle approche pourrait être utile? Je vois encore Kylian qui dit je suis claustrophobe. Comment je pourrais être aidé? Enfin, vous voyez, il y a beaucoup comme ça questionnements. Bien sûr, on ne peut pas toutes les faire, c'est impossible. Mais on pourrait dire que pratiquement pour chaque, il peut y avoir une partie de réponse donnée par l'une ou l'autre de ces médecines complémentaires. Alors oui, pour partie, c'est intéressant justement ces dernières questions que vous venez de citer, parce que de mon point de vue en tout cas, à partir du moment où on parle de claustrophobie, de crise d'angoisse, on est dans du thérapeutique. C'est pour moi le premier réflexe, c'est pas les pratiques complémentaires, c'est d'aller voir un professionnel de santé ou un psychologue. Pour les deux derniers cas de figure, c'est psychiatre ou psychologue, qui va d'abord poser un vrai diagnostic, parce que parfois, je ne connais pas la personne, donc je parle très librement, mais ce que l'on appelle parfois phobie, ce sont en fait des pics anxieux. C'est pas du tout la même chose, ça se prend pas en charge de la même façon. Donc il faut d'abord qu'une phobie. Il faut d'abord qu'il y ait eu un diagnostic qui a été posé. Ce qui relève d'un trouble que l'on appelle psychopathologique, pardon pour le gros mot, demande une démarche psychopathologique, et dans lesquelles effectivement on va utiliser des pratiques complémentaires de façon à faciliter le travail, à le potentialiser aussi. Mais une pratique complémentaire ne va pas venir traiter ce type de trouble. Ce type de trouble, quand on parle vraiment de quelque chose qui est décompensé, c'est-à-dire lorsqu'il y a une problématique en santé avérée, le premier réflexe, c'est le réflexe diagnostique, c'est les pratiques en santé telles qu'elles ont été développées depuis des centaines d'années, des millénaires, qui ont des preuves scientifiques qui sont avérées, qui par contre ont leurs limites, et donc c'est lorsqu'elles ont leurs limites ou lorsqu'elles demandent à prendre vraiment une dimension très individualisée par rapport aux patients, que les pratiques complémentaires vont être utiles. Mais une pratique complémentaire ne traite pas quelque chose qui est décompensé. Ça, il faut vraiment, y compris celle, voilà, je parlais tout à l'heure de l'hypnose avec la douleur chronique. Si une personne a une douleur chronique depuis des années,
Si elle vient me voir pour de l'hypnose, je vais lui dire quel est votre médecin qui vous suit pour la douleur chronique. Ça ne veut pas dire que je veux absolument du médicamenteux, c'est que je veux quelqu'un qui aura des compétences complémentaires aux miennes, qui va me permettre de m'assurer que la personne ne va pas essayer d'utiliser l'hypnose de façon unique, alors que par exemple elle a une pathologie rhumatismale, que ces douleurs sont liées à des déformations articulaires et qu'il y a peut-être aussi d'autres choses qui vont pouvoir être utiles et que l'hypnose ne va pas venir guérir ça. Et donc du coup, ça permet vraiment, peut-être de façon un peu plus ferme qu'on l'a fait, cette dernière question de dire, il faut vraiment, voilà, quand on est en santé durable, le champ est ouvert. Quand il y a déjà une problématique en santé, il y a une démarche en santé qui existe, qui est validée scientifiquement. Les pratiques complémentaires ouvrent des espaces supplémentaires, permettent d'aller plus loin, permettent souvent que les soins soient mieux acceptés, mieux vécus, et donc d'avoir du gain vraiment dans ce parcours en santé. Mais ce n'est jamais une réponse unique. Ça, il faut vraiment le mettre de côté, cette donnée-là. Comme pour beaucoup de situations. Absolument. Alors, vraiment, merci à vous. On vous écouterait pendant des heures. Simplement, on a un créneau d'1 heure, donc on va s'arrêter là. D'ailleurs, une des questions aussi qui était posée par Maurice, c'était il est arrivé un peu en retard et peut-on voir la conférence en replay? Donc là, il n'y a pas d'histoire de médecine complémentaire pour voir en replay, mais en revanche, on sait bien que sur les différents sites, c'est aussi possible. Et puis, on peut vous lire tous les deux aussi si on veut avancer. Puis, il y a Flores d'ailleurs, il y a pléthore d'ouvrages sur tous ces éléments-là. Mais on peut choisir les conditions, on écoute le replay. On peut choisir le fauteuil qui va être le fauteuil le plus adapté, de savoir si on veut un petit vent frais en ouvrant la fenêtre ou pas la fenêtre, en voyant un peu quelle va être l'ambiance. Petite odeur de lavande. Absolument, éventuellement. Et la qualité de l'écoute, c'est-à-dire la façon dont ça va nous imprégner et nous ouvrir les idées et peut-être de trouver justement des réponses que l'on ne pensait pas trouver, sera liée à ce contexte dans lequel on va vivre ce moment-là. Donc bon replay à tout le monde. Bon replay à tous. Cette émission Zen et vous qui a été proposée par Notre Temps et Générali se termine. On se retrouvera dans quelques semaines pour poursuivre ces aventures, ces interrogations sur d'autres problématiques qui intéressent la vie quotidienne des personnes. J'espère qu'on a bien répondu, en tout cas donné des éléments. Mais encore une fois, ce genre de sujet, il ne s'arrête pas en 1 heure. Donc ça continue. Ces interrogations sont là parce que c'est aussi des interrogations qui vous permettent de prendre, je dirais, vous-même en compte votre propre santé, qui vous permettent de retrouver du pouvoir d'agir. Et c'est aussi ça le principe de Zen et vous, c'est donner des informations, éclairer le débat, et ensuite à vous de le poursuivre. À bientôt et merci encore.